Le microbiote intestinal, c'est tout un monde invisible à l'œil nu. Il va se composer de milliards de micro-organismes. Ça comprend des bactéries, des virus et même des champignons. Ces micro-organismes vivent dans notre tube digestif et plus particulièrement dans le côlon et vont interagir entre eux et avec nous et forment un véritable écosystème. Dans ce microbiote, en nombre, ce sont les virus qui sont les plus importants, mais en masse, ce sont les bactéries qui vont dominer le microbiote intestinal. On estime aujourd'hui qu'il y a autant de bactéries que de cellules humaines dans notre corps. Nous formons donc ce que l'on appelle un holobionte, un être à part égale de bactéries et de cellules humaines. Pendant très longtemps, on a utilisé le terme de flore intestinale, mais aujourd'hui, on préfère le terme de microbiote. Donc historiquement, les premiers scientifiques qui ont observé les micro-organismes au microscope leur ont prêté une apparence de plantes ou de filaments végétaux, et c'est comme ça qu'est né le terme flore. On sait désormais que ces micro-organismes ne sont pas des végétaux, mais des êtres vivants distincts qui interagissent entre eux et avec nous. C'est pourquoi on parle de microbiote au pluriel, car il en existe plusieurs, le microbiote oral, cutané, vaginal, mais aussi intestinal. Donc, au sein du tube digestif, le microbiote va servir à de nombreuses fonctions physiologiques, dont la principale reste la digestion. Il va nous aider à digérer les fibres que nous n'arrivons pas à digérer nous-mêmes, et grâce à cette transformation des aliments, va produire des composés qui sont bénéfiques pour notre santé intestinale. Il va également être impliqué dans la synthèse de vitamines comme la vitamine K et certaines vitamines du groupe B. Mais son rôle ne s'arrête pas là, il va protéger notre intestin en empêchant les bactéries pathogènes de s'installer. Il communique également avec notre système immunitaire, ce qui permet de soutenir nos défenses immunitaires. Et il interagit même avec notre cerveau, ce qui influence notre humeur et notre comportement. En fait, il faut vraiment voir le microbiote comme une usine qui travaille non-stop pour nous aider à digérer les aliments qu'on consomme. En digérant ces aliments, elles vont les transformer et en produire des composés qui vont être utiles et bénéfiques à notre intestin. La majorité des bactéries intestinales sont dites commensales, ce qui veut dire littéralement partager la table. Donc elles vont consommer les aliments que nous leur apportons et en consommant ces aliments, vont produire des composés utiles à notre santé. Mais voilà, nous n'avons pas tous les mêmes ouvriers dans cette usine, pas les mêmes bactéries. Certaines personnes vont avoir un microbiote diversifié et riche, avec des bactéries spécialistes qui vont leur permettre de transformer certains aliments, alors que d'autres personnes auront un microbiote moins riche, en déséquilibre moins efficace. Et ce qui est vraiment important, c'est ce que l'on met dans notre assiette. Alors oui, notre façon de digérer dépend de ce que l'on mange, mais également de qui mange avec nous à l'intérieur. Alors notre microbiote intestinal, il va se construire progressivement durant des périodes très précoces de la vie. Et cette période, elle a un nom, elle s'appelle les 1000 premiers jours de vie. Elle s'étend de la conception jusqu'aux 2 ans révolus de l'enfant. Donc le microbiote intestinal, il va s'installer par des vagues successives de colonisation microbienne. La première étape clé, c'est la naissance. À la naissance, le bébé est stérile, son intestin ne comporte pas de microbiote. Et il va acquérir le microbiote de sa mère. Donc s'il est né par voie basse, ça sera plutôt le microbiote vaginal, mais s'il est né par césarienne, ce sera un microbiote plus proche du microbiote cutané de sa mère. La deuxième étape clé, c'est la lactation, l'allaitement. L'allaitement, le lait maternel va favoriser certaines espèces bactériennes au niveau de l'intestin du nourrisson, comme les bifidobacterium. D'ailleurs, ces bifidobacterium, c'est elles qu'on retrouve sous le terme bifidus dans les yaourts que l'on consomme. Et enfin, une dernière étape clé, qui est le sevrage, avec la diversification alimentaire. L'introduction de nourriture solide et diversifiée va complètement bouleverser le microbiote et on se retrouve à la fin avec un équilibre des populations au sein de l'intestin. Contrairement à d'autres aspects de la santé comme la tension artérielle ou la glycémie où il existe des valeurs de référence, aujourd'hui il n'existe pas de référence à un microbiote en bonne santé. Et cela parce qu'il est propre à chaque personne. Il est dépendant de notre génétique, de notre environnement, de notre mode de vie. 2 personnes en parfaite santé peuvent avoir 2 microbiotes complètement différents et ce qui est à l'équilibre pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il existe des altérations, que ce soit des augmentations ou des diminutions de certaines espèces bactériennes qui sont associées à certaines pathologies. Et le terme association est important puisqu'aujourd'hui on ne sait pas si ces altérations sont des causes ou des conséquences de la pathologie. On sait aujourd'hui que notre microbiote intestinal va interagir avec notre cerveau via plusieurs voies. On appelle ça l'axe intestin-cerveau et une des voies privilégiées va être le vaste réseau de neurones que l'on retrouve au niveau intestinal qui forme vraiment un intermédiaire entre le système périphérique et le système central.
C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on parle de deuxième cerveau lorsqu'on parle de l'intestin et du microbiote intestinal. Donc dans le cadre de mes recherches, j'ai exploré comment le stress prénatal, donc le stress qui est expérimenté par la mère durant la grossesse, pouvait avoir un impact sur la santé intestinale de l'enfant. Donc ce que j'ai observé, c'est que les enfants qui sont issus de mères qui ont été stressées durant leur grossesse ont une hypersensibilité viscérale, une caractéristique retrouvée chez les patients qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Et cette hypersensibilité viscérale, elle était corrélée à la perte d'une bactérie particulière qui s'appelle l'Igilactobacillus murinus. On a pu mettre en évidence que cette bactérie, elle produisait des composés particuliers analgésiques, des lipopeptides liés au GABA, un neurotransmetteur clé dans la régulation de la douleur. Et lorsqu'on traite les enfants, une fois adultes, issus de mères qui ont été stressées durant leur grossesse avec ce composé, on était capable de restaurer une normosensibilité viscérale comparable à celle des enfants qui proviennent de mères qui n'ont pas été stressées. Donc cette bactérie et les composés qu'elle produit sont une piste innovante thérapeutique dans le cadre des maux de ventre. Mais une question reste encore à être explorée. Pourquoi cette bactérie est diminuée chez les enfants issus de mères qui ont été stressées durant leur grossesse? Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mes recherches. J'explore la diminution de cette bactérie et pour cela, je m'intéresse particulièrement à une étape clé du développement qui est la lactation. Quand on prend des antibiotiques, leur mission est claire, tuer les bactéries qui sont responsables de l'infection. Le problème, c'est que les antibiotiques ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et notre microbiote intestinal, qui est largement composé de bactéries commensales, se retrouve alors impacté. Résultat, la diversité bactérienne va s'effondrer, certaines bactéries bénéfiques du microbiote peuvent disparaître durablement, l'équilibre du microbiote est alors rompu, la digestion est impactée, le système immunitaire est affaibli, et cela peut conduire à des infections opportunistes. Et ce n'est pas qu'un effet passager, puisqu'il faut parfois des mois, voire des années pour que le microbiote se remette d'une prise d'antibiotiques. Afin de limiter les dégâts, la première chose, c'est de ne pas prendre les antibiotiques de façon inutile. Ce n'est pas automatique, ce n'est par exemple pas efficace contre les virus. Et la deuxième chose est de suivre à la lettre la prescription du médecin et de ne pas s'arrêter trop tôt. S'arrêter trop tôt va donner l'opportunité aux bactéries de s'adapter et de potentiellement devenir résistantes. Donc, prendre soin de son microbiote, c'est une manière concrète d'agir sur sa santé. Il existe plusieurs stratégies pour le soutenir. Les fameux probiotiques, qui sont des micro-organismes vivants que l'on ingère sous forme de gélules, de yaourts ou de boissons fermentées. Ces bactéries vont être là de façon transitoire, amener quelques services, mais disparaître naturellement lorsqu'on arrête de les consommer. C'est pour cela que plutôt que d'essayer de ramener d'autres microbes à notre microbiote intestinal, il peut être plus utile de nourrir ceux qui sont déjà là. Et pour cela, on va utiliser des prébiotiques qui sont des composés que nous ne pouvons pas digérer, mais qui vont servir de substrat, de nourriture à notre microbiote intestinal. Les prébiotiques peuvent être pris en synergie avec des probiotiques sous l'appellation symbiotique. Il n'existe pas de solution miracle, mais un ensemble de gestes simples et cohérents qui permet de soutenir notre fonction intestinale, notre microbiote et donc notre santé.